Le projet de loi de finances, le fameux PLF. Bon, chaque année, ça peut sembler un peu aride, quoi. Plein de chiffres, un document administratif assez lourd, Mhm. mais en fait, c'est vraiment essentiel. Ça façonne notre économie, nos services publics, bref, notre vie de tous les jours. Et cette année, on va regarder de près le PLF 2026 pour le Maroc. Tout à fait. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est d'explorer un peu les points clés de ce projet. Essayer de voir au-delà des lignes budgétaires, de comprendre la philosophie derrière tout ça. Quelles sont les grandes orientations? Qu'est-ce qui change vraiment? D'accord. L'objectif, c'est de décrypter ensemble les changements importants et de voir ce que ça implique concrètement pour les particuliers, les entreprises, les professions libérales. Tout le monde est concerné d'une manière ou d'une autre. Allez, on se lance, on regarde ça? Oui, et ce qu'il faut bien voir, c'est que ce PLF 2026, il n'arrive pas de nulle part, hein. Il s'inscrit vraiment dans une continuité. Ah oui, oui. Oui, par rapport aux grandes orientations qui ont été fixées ces dernières années, surtout depuis les assises nationales sur la fiscalité. On est toujours dans cette recherche d'équilibre, trouver les ressources pour l'État, bien sûr, mais aussi soutenir l'économie et financer les grands objectifs sociaux. Justement, cette continuité, c'est important. On a vu passer des réformes assez lourdes récemment, non? Sur l'impôt sur les sociétés, la TVA aussi, l'impôt sur le revenu. Exactement. L'IS, la TVA, l'IR. Du coup, on peut dire qu'on est dans une phase de stabilisation. Pour donner plus de visibilité, notamment aux entreprises, c'était une demande forte, ça, tout à fait. La loi cadre qui a suivi les assises, c'était précisément ça l'objectif, donner une feuille de route claire jusqu'en 2026. Donc là, on arrive au bout de ces ajustements progressifs qui étaient prévus. D'accord. Mais il faut voir plus loin que la technique fiscale pure, hein. L'impôt, c'est l'outil principal de l'État. C'est ce qui finance les services publics, mais aussi, et ça c'est clé au Maroc, les investissements publics. C'est une part énorme du budget, peut-être un tiers. Un tiers quand même. Oui, oui. Et puis bien sûr, tout le volet social. La généralisation de la protection sociale, la réduction des écarts entre les territoires. C'est pour ça qu'on parle souvent d'une fiscalité de développement. Voilà. C'est hyper important, mais j'ai l'impression qu'il y a un décalage, non? Que le citoyen lambda, il se sent un peu loin de tout ça, alors que ça le touche directement, que ce soit les impôts qu'il paye ou les services qu'il reçoit. Ah, ça c'est une question centrale. C'est vrai qu'il y a souvent cette perception que c'est trop technique, trop complexe. Et ça peut décourager l'intérêt pour la chose publique fiscale. Hmm. Pourtant, comprendre comment ça marche, c'est essentiel pour être un citoyen actif. D'où l'importance de ce qu'on appelle le civisme fiscal. Comprendre que l'impôt, ce n'est pas juste une ponction, mais une contribution au bien commun. Il faudrait peut-être plus de pédagogie. Sans doute. Une meilleure pédagogie, oui, et peut-être même commencer plus tôt, à l'école. Une éducation économique et civique, pour expliquer simplement ce que c'est qu'un budget d'État, à quoi sert l'impôt, même le PIB. Des notions de base, quoi. Si on comprend mieux, on participe mieux au débat. Bon, alors justement, entrons dans le concret de ce PLF 2026. Qu'est-ce qui ressort particulièrement? J'ai noté qu'on parlait beaucoup d'élargir la retenue à la source. Oui, la retenue à la source, la RAS. C'est un mécanisme qu'on connaît déjà un peu. En gros, celui qui paie une somme, le client, l'employeur, le locataire, il retient une partie de l'impôt qui est due par celui qui reçoit l'argent. Et il la verse directement à l'État. Voilà, exactement. Pour l'État, l'avantage est double. Ça sécurise la recette et ça l'anticipe. L'argent rentre plus vite. Ok. Et la nouveauté pour 2026, c'est quoi alors? Eh bien, la grosse nouveauté, ce serait d'étendre ça de manière assez large aux revenus fonciers, c'est-à-dire les loyers des biens immobiliers, bâtis ou non. Ah oui. Comment ça marcherait alors? Alors, si la mesure passe, certains locataires, spécifiquement les entreprises soumises à l'IS, les personnes physiques qui ont des revenus professionnels au régime réel ou simplifié, et aussi les grosses boîtes avec plus de 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires, ces locataires-là devraient prélever 5% du loyer brut. 5% Exactement, avant de payer le propriétaire. c'est ça. Ils retiennent 5% et versent le reste au propriétaire. Et les 5% partent directement au trésor public. D'accord. 5% retenu à la source sur les loyers par certains types de locataires. Quelles sont les conséquences? C'est juste pour que l'argent rentre plus vite ou il y a autre chose derrière? C'est bien plus qu'une simple technique de collecte, en fait. Pour l'administration fiscale, c'est très puissant. D'abord, oui, l'argent rentre plus tôt. Mais surtout, ça crée un outil de recoupement d'informations absolument formidable. Ah, le fameux recoupement. Exactement. L'administration aura d'un côté la déclaration du locataire qui dit « j'ai retenu tant sur tel loyer » et de l'autre, la déclaration du propriétaire qui, lui, est censé déclarer ce revenu. Avec les outils numériques d'aujourd'hui, le big data, tout ça, le rapprochement est quasi instantané.
C'est une arme très efficace contre la sous-déclaration des revenus fonciers, qui est un vrai sujet. Je vois. Mais alors, du côté du locataire, celui qui doit faire cette retenue, je pense aux PME par exemple, ce n'est pas une charge administrative en plus, on leur demande de faire le boulot de l'administration quelque part. Pour une grande entreprise, bien structurée, avec des services comptables costauds, bon, ça va, ils vont gérer. Ça sera une ligne de plus à traiter. Mais pour une PME? Pour une PME, ça peut être plus lourd. C'est du temps, de la complexité en plus. Certains diront que c'est une sorte d'externalisation du contrôle fiscal, oui. On peut aussi y voir un aveu implicite des difficultés à contrôler a posteriori ce secteur. Une manière d'agir plus en amont, non? Voilà, peut-être une mesure un peu transitoire pour améliorer la discipline fiscale dans ce domaine. D'accord. Bon, au-delà de ces aspects un peu techniques, il y a un secteur qui semble vraiment chouchouté dans ce PLF, c'est le sport. C'est assez surprenant, non? Ah oui, alors là, c'est un des chapitres les plus marquants et les plus nouveaux de ce projet. Le signal politique est très clair. Il faut accélérer la professionnalisation du sport marocain. Ça fait écho à la loi 3009, c'est ça? Tout à fait. Ça s'inscrit dans cette lignée. Et c'est sans doute aussi lié au succès sportif récent, je pense au foot notamment. Ça a montré le potentiel énorme du sport en termes d'image, de fierté nationale. L'idée, c'est vraiment de pousser les clubs, qui sont souvent encore des associations, à devenir de vraies sociétés commerciales. Et comment on les pousse? Avec des cadeaux fiscaux? On peut dire ça comme ça, oui. Le PLF propose un paquet de mesures fiscales vraiment très avantageuses. Si ça passe en l'état, ça crée un environnement fiscal hyper favorable. Alors racontez-nous. Bon, premièrement, pour lever les freins initiaux, la transformation juridique d'une association en société sportive serait fiscalement neutre. Pas de coût fiscal pour changer de statut. Ok, ça c'est malin. Ensuite, une fois transformées, ces sociétés sportives seraient exonérées totalement d'impôts sur les sociétés pendant 5 ans. 5 ans sans payer d'IS à partir de leur première opération imposable. Waouh, 5 ans! Oui, et ce n'est pas tout. Elles seraient aussi exonérées de TVA, mais attention, sans droit à déduction pendant 5 ans aussi, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030. D'accord. Et pour les financer, j'imagine que c'est le nerf de la guerre. Exactement. Et là aussi, mesure très forte, les dons faits par des entreprises à ces sociétés sportives deviendraient déductibles pour l'entreprise qui donne. Ah, ça fait intéressant pour le mécénat. Très intéressant. La déduction serait limitée à 10% du bénéfice net de l'entreprise donatrice, avec un plafond quand même de 5 millions de dirhams par an. L'idée derrière, c'est de sécuriser les dons en les orientant vers des structures mieux gérées, auditées, plus transparentes. Logique. Et pour les sportifs eux-mêmes, les joueurs, les entraîneurs? Alors là, c'est peut-être le plus spectaculaire. Un abattement fiscal énorme sur leur impôt sur le revenu. Leur base imposable serait réduite de façon très significative et progressive sur 4 ans. C'est-à-dire? En 2026, seulement 10% de leurs revenus seraient imposables, puis 20% en 2027, 30% en 2028 et enfin 40% en 2029. Carrément. Donc 90% d'abattement la première année. C'est ça. C'est un signal extrêmement fort pour attirer les talents, les retenir. C'est très incitatif. C'est un vrai pari sur le sport pro comme un secteur économique à part entière. On parle de meilleure gouvernance, d'attirer des capitaux. L'objectif caché, c'est d'avoir des clubs cotés en bourse un jour, comme en Europe y est. Et ça pose la question du statut des sportifs, non? Salariés? Professionnels? C'est exactement l'ambition, oui. Structurer le secteur, le rendre transparent, attractif. Une bonne gouvernance, ça veut dire rendre des comptes. Peut-être à des actionnaires demain. Pourquoi pas les supporters eux-mêmes? La cotation en bourse, c'est loin, mais c'est dans cette logique. Et pour le statut des sportifs, oui, cet abattement massif sur l'IR, ça pose la question de comment leurs revenus seront traités. Plutôt salaire, plutôt revenus professionnels. Le PLF semble vouloir un traitement très favorable, peu importe l'étiquette exacte. Clairement, un changement de dimension en vue pour le sport marocain. Est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres ajustements fiscaux à noter dans ce projet de loi? Oui, il y a quelques autres mesures à signaler. D'abord, la reconduction de la contribution sociale de solidarité, la CSS. Ah, celle-là, elle devait s'arrêter, non? Elle devait s'arrêter fin 2025, oui, mais elle est reconduite pour 3 ans. Elle pèse sur les bénéfices des sociétés et sur certains revenus des personnes physiques. C'est un peu le provisoire qui dure, un classique en fiscalité. Classique, oui. Quoi d'autre? Ensuite, une mesure de simplification pour les très grands projets d'investissement, ceux qui ont une convention avec l'État pour une exonération de TVA temporaire. D'accord. Actuellement, ils ont 36 mois qui peuvent être prolongés de 6 mois, puis encore 6 mois. C'est un peu compliqué. Le projet propose de simplifier 36 mois, plus une seule prorogation possible de 24 mois si besoin.
C'est plus simple et plus souple face au retard possible sur les gros chantiers. Ok, un peu de souplesse administrative. Et sur les droits d'enregistrement? Deux choses. Premièrement, pour lutter contre le cash dans l'immobilier, si le prêt d'une vente immobilière n'est pas payé par des moyens traçables, genre virement bancaire via le notaire, eh ben les droits d'enregistrement seraient majorés de 2%. Ah oui, ça incite fortement à la traçabilité. Très fortement. Deuxièmement, pour les marchés publics, on créerait un droit d'enregistrement tout petit, 0,1%, symbolique. Le but n'est pas l'argent, mais d'obliger les gens à saisir toutes les infos correctement dans le système informatique lors de l'enregistrement. Ça nourrit les bases de données pour les contrôles futurs. Malin. Encore le recoupement. Toujours. Et enfin, un rappel à l'ordre, il faut déclarer toutes les cessions de titres de société non cotées, même les petites opérations sur des parts de SARL par exemple. Même si on pense qu'il n'y a pas de plus-value, il faut déclarer. L'administration veut garder un œil sur ces transactions et vérifier les valorisations. D'accord. Alors, si on prend un peu de hauteur sur tout ça, la retenue à la source élargie, ce gros paquet pour le sport, les ajustements sur les droits d'enregistrement, la CSS qui continue, on voit quand même une tendance très nette, hein. Plus de contrôle, plus de traçabilité des flux. Ah oui, c'est indéniable, c'est vraiment le fil rouge. Et ce qui change la donne aujourd'hui, c'est la puissance des outils numériques que l'administration a entre les mains. C'est ça qui est nouveau peut-être? C'est ça qui accélère tout. La généralisation des télédéclarations pour quasiment tout, couplée à l'analyse de ces énormes volumes de données, le fameux big data, ça permet des recoupements, des vérifications de cohérence à une échelle et à une vitesse qu'on n'imaginait pas il y a quelques années. Donc l'idée qu'on pouvait un peu passer entre les mailles du filet pendant des années avant un éventuel contrôle, c'est de moins en moins vrai. L'administration voit les choses beaucoup plus vite. C'est l'objectif en tout cas. Le contrôle peut arriver bien plus vite après la déclaration. Parfois même de façon quasi automatique si une incohérence saute aux yeux des algorithmes. Et ça ne concerne pas que les revenus locaux, attention. Ah oui. Avec les échanges automatiques d'informations bancaires et fiscales entre pays, l'administration marocaine a aussi de plus en plus de visibilité sur ce que les résidents marocains détiennent à l'étranger, comptes ou revenus. Les taux se resserrent, comme on dit. Oui, la lutte contre l'informel, contre la sous-déclaration, c'est une bataille constante. Au nom de l'équité fiscale. Que chacun paye sa juste part selon ses capacités réelles. Et n'oublions pas les outils plus classiques, comme l'examen des signes extérieurs de richesse, qui peuvent toujours servir à repérer les gros écarts entre le train de vie affiché et les revenus déclarés. Alors, si on devait résumer un peu l'esprit de ce PLF 2026, on est dans la finalisation des grandes réformes, IS, TVA, IR, c'est ça, mais avec des ajouts très ciblés, très forts, la retenue à la source sur les loyers, le régime hyper favorable pour le sport, et tout ça sur fond de digitalisation qui renforce le contrôle et pousse vers plus de transparence. C'est une bonne synthèse, oui. On finalise le cadre général, mais on ajoute des mesures très spécifiques avec des objectifs clairs. Sécuriser les recettes, RAS, encourager un secteur stratégique, sport, et améliorer la traçabilité, immobilier, marché public. Le tout boosté par le numérique. Et ça nous amène à une question intéressante pour l'avenir finalement. Oui. Face à cette administration qui voit de plus en plus de choses, qui croise les données massivement, et face à ces règles qui peuvent être très incitatives mais aussi très précises, comme pour le sport, comment la relation entre le contribuable et le fisc va évoluer? Bonne question. Est-ce que plus de transparence et plus de contrôle vont amener à une meilleure acceptation de l'impôt, parce qu'il sera perçu comme plus juste? Ou est-ce qu'au contraire, on va voir apparaître de nouvelles formes d'optimisation fiscale, peut-être plus sophistiquées, pour s'adapter à ce nouvel environnement? C'est une vraie question. On verra comment les entreprises et les citoyens réagissent dans les années qui viennent. Une dynamique à suivre de près, c'est sûr. L'éternel jeu du chat et de la souris entre le fisc et le contribuable, mais avec la technologie qui change les règles du jeu. Merci beaucoup pour cet éclairage vraiment passionnant sur les enjeux de ce PLF 2026. Avec plaisir.